Bon, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur l'introduction à la STL. C'était la dernière partie du cours qu'on a pourtant dit. Nous allons voir cela, une introduction à la STL. Et comme on avait dit, nous avons dit cela que la STL, c'est tout simplement la Standard Template Library. Vous voyez bien, il y a le mot template. Nous avons vu précédemment dans les précédents cours les templates. On vous dit maintenant Standard Template Library. En abrégé, c'est la STL. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à la STL? C'était tout simplement ici en fait un ensemble de classes templates. Ensemble de classes templates qui utilise ici en fait de nombreuses, en fait qui est utilisé dans de nombreuses situations récurrentes par les programmeurs. Donc, par exemple, quand vous créez vos logiciels, quand vous créez vos applications, il y a toujours des choses que vous êtes toujours en train de réutiliser à chaque fois. Donc, les développeurs C++ se sont donc dit que bon, pourquoi pas créer donc ici là un ensemble de templates qui seront réutilisables. Donc son but ici là, le but alors de la STL, c'est tout simplement en fait ici là de pouvoir faciliter en fait le travail des programmeurs en évitant par exemple de coder des algorithmes ou alors d'implémenter des structures de données universelles qui se présentent presque dans tous les projets. On va parler là par exemple des algorithmes, par exemple lorsque vous faites des tri, lorsque vous êtes dans un programme, vous allez faire des tri. Vous allez voir que dans plusieurs logiciels, vous allez faire des tri, mais pourquoi ne pas là directement écrire un template qui va directement faire les tri à chaque fois, on va les appeler, pour ne pas à chaque fois réimplémenter en fait, par exemple, un algorithme qui fait les tri. Par exemple, un algorithme qui gère les piles, qui gère par exemple les fils, pour gérer par exemple les listes. C'est pour ça que on a ici là fait ici là à la STL. Et la dernière fois, nous avons parlé des grandes catégories qui existent en ce qui concerne la STL. On a parlé ici là par exemple des conteneurs, des itérateurs, et également on a parlé des algorithmes. Donc, par exemple, parlant des conteneurs, on a dit là que les conteneurs vont tout simplement contenir des données. Nous avons parlé également des itérateurs, qui étaient des pointeurs généralisés, qui sont adaptés là, pour pouvoir là, parcourir en fait les conteneurs. Et bien évidemment, à l'intérieur, on va également voir des algorithmes qui vont permettre de traiter les différentes données des conteneurs. Donc là, on a vu les types de conteneurs. Là, nous avons parlé par exemple des conteneurs ordonnés, nous avons parlé des conteneurs associatifs. Alors, qu'est-ce que nous avons dit par rapport aux conteneurs ordonnés? Tout simplement que les données sont rangées dans la mémoire de façon linéaire, dans les uns à la suite des autres. Et on peut accéder à chaque élément à travers cela, l'indice. Et d'un autre côté, nous avons les conteneurs associatifs. Les conteneurs associatifs, les éléments là sont stockés de manière linéaire. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Pour accéder, par exemple, en fait, elles sont accessibles en fait par rapport ici là, grâce ici à leur clé dans la mémoire. Donc, on avait listé un ensemble de conteneurs, parmi lesquels les conteneurs ordonnés, nous avons les vecteurs, les digues, les listes, les stacks, les queues. Parmi les contenus associatifs, on avait listé un ensemble, les sets, les multisets, les maps et les multimaps. Il en existe d'autres. Bon, là, on s'est arrêté en fait sur la syntaxe du premier conteneur. C'était les vecteurs. Vous vous rappelez très bien les vecteurs. Depuis l'entame du cours, vous utilisez les vecteurs. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport aux vecteurs? Que vous pouvez utiliser les vecteurs. La première chose, on précise d'abord le header au début de notre programme. On inclut d'abord le header correspondant au vecteur, qui est ici là, vecteur tout simplement. Et dès que vous voyez sa manière d'être déclarée, vous comprenez directement que c'est un template. Nous allons montrer cela, comment est-ce qu'on utilise les vecteurs. Par rapport au conteneur vecteur, il faut d'abord retenir que c'est un conteneur. Donc, lorsqu'on parle de conteneur vecteur, c'est tout simplement ici un tableau dynamique dont on peut modifier la taille à volonté. C'est ça la précision. Lorsqu'on va parler du conteneur vecteur, la première chose que vous devez comprendre, c'est que ce sera un tableau dynamique dont on pourra essayer de modifier la taille à volonté. La différence ici avec les tableaux statiques où la taille est fixe. La taille est fixée et il peut être modifié. Donc, lorsqu'on va parler de vecteurs, ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez travailler avec les tableaux et vous savez que bon, il veut vouloir par exemple ajouter un élément au tableau, il veut vouloir supprimer un élément au tableau au fur et à mesure de son utilisation, alors je dois utiliser les vecteurs. Si vous comparez cela avec les tableaux classiques, vous allez voir que quand vous déclarez un tableau statique, vous devez le lister. Lorsque vous le chargez, vous ne pouvez plus après dire que vous allez vouloir essayer de ajouter ou bien supprimer un élément plus tard. C'est ce qu'on avait dit par rapport ici là au vecteur. Nous avons montré cela comment on déclare la syntaxe des déclarations. Puisque c'est un template, donc on met toujours là
vecteur, le type de données qu'on veut déclarer, et on donne le nom de la variable. On a montré là comment on peut déclarer un vecteur, par exemple la simpleté d'entier. On a ici là une déclaration et une initialisation. On a déclaré notre vecteur, on l'a initialisé directement. Et on a vu comment est-ce qu'on peut donc afficher les éléments d'un vecteur. On a vu comment ici là ajouter les éléments, comment retirer les éléments. Notamment ici avec la méthode pushback. Qu'est-ce que pushback permet de faire quoi? Avec pushback par exemple, pour pouvoir supprimer, on utilise également ici là le pop back qui permet de supprimer. Là, c'était d'où on s'était arrêté. On fait un exemple, on avait montré comment on ajoute les éléments, on a ajouté, après on essayait un peu de les afficher. Après on essayait de retirer. À chaque fois on a affiché pour voir un peu le résultat. Maintenant on a montré qu'avec également avec le conteneur vecteur, l'avantage c'est que on peut accéder à la première ou alors à la dernière case d'un vecteur. Comme on veut, sans parcourir également tout le tableau, comme on le faisait avec le tableau statique. Donc, si on veut le premier, on accède directement. Si on veut le dernier, on accède directement, notamment avec les front et back, si vous vous rappelez très bien. On a vu les front, on a vu les back. Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, on s'est séparé sur un exemple où on a montré cela, comment est-ce qu'on récupère par exemple la taille de notre conteneur vecteur avec quoi? Avec la méthode par exemple size. Donc, à ce conteneur-là, comme on a dit, elle est associée à des fonctions. Donc, il y a des fonctions qui ont été définies sur elle. Donc, dès qu'on a un autre conteneur, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut faire le size pour savoir la taille du conteneur. On peut faire le empty pour voir si le conteneur est vide ou pas. On peut faire quoi encore? On peut faire clear pour détruire le contenu de notre conteneur. Et on peut faire swap pour faire les échanges. Vous vous rappelez très bien, c'est par quoi on avait terminé la dernière fois. Et on a montré également comment on pouvait modifier. Il y en a fait un exemple clé pour voir comment les modifications s'opèrent en fait. On a regardé la taille. Après un clé, on regarde encore la taille. Après un swap, on regardait la valeur si c'était correct. Vous voyez que c'est là où on s'était arrêté. Alors maintenant, quand on s'est séparé, on avait introduit le conteneur deck. Est-ce que vous vous rappelez du conteneur deck? Le conteneur deck, c'est toujours un tableau en fait. C'est toujours un tableau dynamique. Mais à la différence du conteneur vector, avec les decks, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter et retirer des éléments au début. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter ou supprimer des éléments au fur et à mesure de son utilisation. Que ce soit le push back et le pop back, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est toujours à la fin du tableau qu'il interagit. Sur les vecteurs, qu'est-ce qu'on a dit? On a deux méthodes qui permettent de faire quoi? D'ajouter un élément à la fin du tableau au lieu de retirer un élément à la fin du tableau. On a push back qui permet d'ajouter un élément à la fin du tableau. Et on avons quoi? Nous avons pop back qui permet de retirer un élément à la fin du tableau, de supprimer l'élément qui est à la fin du tableau. Maintenant, à la différence maintenant, c'est que peut-être vous confondez en fait ici avec la méthode front et la méthode back. La méthode front et la méthode back permettent de faire quoi? Ça permet tout simplement de faire les accès. C'était pour les accès. On a parlé de front et back sur les vecteurs pour parler des front par exemple qui permet de faire quoi? De retenir le premier élément, accéder au premier élément. Et on a parlé de back qui permet de faire quoi? De retenir le dernier élément. C'est toujours un tableau dynamique. Les decks, c'est un tableau dynamique. C'est tous les tableaux dynamiques. Mais la différence avec le conteneur vector, c'est quoi? C'est qu'on peut ajouter et retirer des éléments au début. Voilà l'avantage que les decks proposent. D'un côté, nous avons les vecteurs qui ne permettent de gérer qu'à la fin. Et de l'autre, nous avons les decks qui vont permettre d'ajouter ou de retirer au début. Donc, bon, il n'y a pas d'inverse, il n'y a pas d'inverse. On dit, ça permet en plus de ce que fait les vecteurs, lui va permettre en fait d'ajouter et de retirer également au début. Il n'y a pas d'inverse en fait. Dans le conteneur, dès qu'il fait quoi? C'est ça, il ajoute et il supprime en début. C'est bien écrit là. C'est ce qu'on avait, là-bas qu'on s'est arrêté en fait. Donc lorsqu'on fait l'ajout, que ce soit la suppression, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours
la modification de la taille du conteneur, c'est évident. Lorsqu'on va faire un ajout, bien lorsqu'on va faire une suppression, c'est clair que la taille de notre conteneur va être modifiée. Et on avait dit cela que l'ajout se faisait avec quoi? Avec la méthode poche from, qui prend en paramètre quoi l'élément qu'on veut insérer dans notre conteneur. Et également pour la suppression, qu'est-ce qu'on avait? On avait la méthode pop front qui permettait de faire quoi? De supprimer et retourner quoi? L'élément qui a été retiré. Première chose, j'ajoute d'abord le header. Ensuite, dans mon code, qu'est-ce que je fais ici? On va tout simplement déclarer notre deck. Vous savez déjà comment on le fait, puisque c'est un template. On précise en paramètre le type de données qu'on veut créer. Une fois que vous avez précisé le type de données, vous donnez votre variable. On va tout simplement créer quoi ici? On va l'appeler A de quoi par exemple? Avec 2. Une fois qu'on a fait ça, on peut avoir sa taille. On va mettre 2, 1 par exemple, de point virgule. Alors, première chose, on veut connaître la taille. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose avec size. Dès qu'il fait A.size, ah, sortie standard encore, je mets un line. Donc, j'ai deck, pour créer ma deck. Ok, là, il est en train de vous montrer un peu de manière pratique comment est-ce qu'on peut utiliser les decks étant des tableaux de toujours dynamiques. Donc, notamment ici, là, l'ajout, la suppression en début. Donc là, qu'est-ce qu'on faisait? On a déclaré notre deck avec deux valeurs, deux entiers, deux 1. On essaie d'un peu faire l'affichage. Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pop. Donc, on peut faire une poche front d'abord. On fait une poche. On fait d'abord une poche front. Poche front de 0. Qu'est-ce qu'il lui va faire? Il va ajouter le 0 en front. C'est-à-dire quoi? En début. Et qu'est-ce qu'il va faire par rapport? Et si on fait maintenant un poche back de 2, il va ajouter quoi? 2 à la fin de notre tableau dynamique. Et on peut également faire des affichages pour voir ce qui va se produire plus tard. Je fais tout simplement un affichage de la cout. On peut afficher la nouvelle taille, taille de A. On fait tout simplement A.size et un line. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afficher les différentes valeurs de notre conteneur deck. On peut faire tout simplement là là maintenant on a notre A de 0 pour le premier élément. Après, on peut avoir, on peut mettre peut-être un espace là pour éviter les désagréments. Et par exemple, A de 0. Après, j'ai A de 1. J'ai A de 0. J'ai mon A de 1. Après, il peut avoir A de 2. On peut me copier tout ça. Ok, j'ai mon A de 0. Après, j'ai mon espace. J'ai mon A de 1. Après, j'ai mon espace. J'ai mon A de 2. J'ai mon espace. Après, j'ai mon A de 3. Ok, je pense que là, il n'y a pas de souci. Nous avons bien déclaré. Donc, on voit. Il va déjà me donner l'affichage possible. Lorsqu'on sera ici là, à la ligne 124, qu'est-ce qui se passe? On fait un ajout dans notre conteneur deck qui s'appelle A au début. Exactement. Donc, ça veut dire qu'à l'affichage, qu'est-ce qu'on aura? On aura 0. Alors, on voit. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien, qu'est-ce qu'on a? On a 0. Attendez, voir. On va recommencer. On a 0, 1, 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on a déclaré? Lorsqu'on déclare, par exemple, j'ai fait A de 0, A de 1, A de 2, A de 3. Qu'est-ce qu'on a ici? La taille, c'est de 2. Ça veut dire qu'à 0, qu'est-ce qu'on a? On a 2. Et à 1, qu'est-ce qu'on a? On a 1. Après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on fait poche front de 0. Après, on fait maintenant A poche back de 2. Lorsqu'on crée deck int A 2, 1, qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie tout simplement que nous sommes en train de créer quoi, un objet. C'est-à-dire quoi, un objet de type de notre type conteneur deck qui va prendre quoi? Qui aura deux valeurs de taille 2 et qui sera initialisé à quoi? À l'élément, en second argument, à 1. C'est ce que nous avons dit par rapport à l'initialisation. Maintenant, lorsqu'on va faire une poche A pour une poche de 0, qu'est-ce qui se passe? Le 0 vient se placer à la 1. Donc, lorsqu'on a fait cette ligne-ci là, le résultat c'est quoi? C'est 1, 1. Le 2 apparaît juste à la fin lorsqu'on va l'ajouter. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 1, 1. Après, il fait un poche front de 0. Le 0 vient s'ajouter là. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un poche back et le 2 vient s'ajouter là. Le 2, ça ne veut pas dire qu'on est en train de créer 2, non. On a fait un conteneur. Là, c'est le constructeur. Ça prend en paramètre quoi? En premier argument, on passe quoi? Si vous regardez très bien ici, là, au niveau du deck, on passe quoi? On passe premièrement la taille. Et après, on passe quoi? Le nombre d'éléments à qui on va initialiser. La déclaration deck int a21, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire que tu es en train de créer un objet de type quoi? De type deck, donc de type std-deck, qui va contenir la valeur 1. Ok. Alors, c'est l'un des conteneurs qui peut être utile lorsque vous êtes en train de créer un logiciel, mais lorsque vous travaillez sur une application en fait. Il y a un autre conteneur qu'on voit le plus souvent, c'est le conteneur stack. Voilà, lorsqu'on parle de stack, c'est tout simplement les piles. Vous voyez que je vous avez donné vous avez implémenté un peu la notion de pile. Vous savez que c'est un algorithme qui est utile. On l'appelle LIFO, last in, first out. Donc le dernier à être arrivé, c'est le premier qui est sorti. Last in, donc le premier. Le dernier qui est arrivé, c'est lui qui sort en premier en fait. Last in, first out. Le dernier arrivé, c'est lui qui part en premier. Donc c'est un peu comme l'empile, lorsque vous empilez plusieurs livres, les uns sur les autres. Le premier que vous allez lire, c'est celui que vous allez retrouver en première place. Et peut-être le dernier à être ajouté sur votre table en fait. Donc c'est toujours on appelle le conteneur stack. Vous voyez que c'est pour gérer les piles dorénavant dans vos logiciels ou dans vos applications. Vous n'avez pas besoin d'implémenter encore vous-même la notion de pile. Ça existait déjà. Ainsi que toutes les méthodes qui sont liées à elle. Donc pour créer une pile, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose. On va toujours venir là inclure dans le fichier à l'entête stack pour dire que nous allons gérer les piles. Donc le conteneur dans stack va faire quoi? Ça va modéliser en fait une pile. Et les piles, lorsqu'on parle de piles, vous avez déjà dit cela, c'est une structure de données. Last in, first out. C'est une structure de données dans laquelle on a accès qu'au dernier élément qui a été enregistré. Donc, vous ne pouvez pas accéder au premier élément. C'est le dernier. Quand vous allez empiler, quand vous allez vouloir travailler, vous aurez accès uniquement au dernier élément. Et on a plusieurs méthodes également liées ici là à la stack. Vous vous rappelez très bien. Je vous avais demandé d'implémenter une méthode qui permet d'ajouter, une méthode qui retourne le dernier élément, une méthode également qui fait quoi? Qui supprime le dernier élément. Vous voyez qu'à chaque fois, on a uniquement accès au dernier. On aura par exemple la méthode poche lorsque nous sommes sur les stacks. Donc là, on aura trois principales méthodes. Bon, ça vous permettre de bien réviser. On aura le poche, on aura le top et on aura le pop. Dans l'ordre, on a poche qui va permettre de faire quoi? La méthode poche va tout simplement prendre en paramètre l'élément qu'on veut ajouter ici là au sommet de la pile. Retenez bien au sommet, donc ce sera toujours le dernier élément qui va être inséré. On aura également la méthode top qui va permettre de retenir le dernier élément ajouté dans la pile. Et ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on retourne l'élément en question, on ne le retire pas en fait. Il n'y a pas de retrait. Et maintenant, on aura le pop qui va permettre de faire quoi? De supprimer le dernier élément qui est ajouté dans la pile. Mais il ne retourne pas la valeur. Vous voyez la différence entre les deux déjà. Celui-ci lui fait quoi? Il vous donne le dernier élément, mais il ne retire pas. Mais celui-ci l'a retiré, mais il ne vous donne pas l'élément qui a été retiré. C'est assez simple. Il n'y a rien de compliqué là. Vous créez votre pile. Si dans votre logiciel, il y a un système qui va fonctionner sur le format des piles, alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement inclure votre conteneur stack et travailler dessus. C'est très simple.
pour travailler, c'est très simple. Une fois que le conteneur a été inséré, donc poche, qu'est-ce qu'il lui va permettre de faire? La méthode de poche va tout simplement permettre d'ajouter. Donc ça prend en paramètre quoi l'élément que l'on veut ajouter au sommet de la pile. Donc ça va ajouter top. Qu'est-ce qu'il lui va faire? Retourner le dernier élément, retour du dernier élément. Et bien évidemment, le pop, qu'est-ce qu'il va faire? Supprimer le dernier élément. Ok, on peut appliquer ça, c'est très simple. Avec la méthode que nous avons déjà fait, telle qu'expliquée, vous pourrez réellement les traiter dans vos exercices. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut tout simplement déclarer notre stack. On précise bien évidemment toujours le type de données qu'on veut utiliser. C'est un type générique, c'est générique. Et on donne tout simplement notre pile. Je vais l'appeler par exemple pile. Vous voyez que cette fois-ci-là, je n'initialise rien. Je crée tout simplement ma pile. Et maintenant, je peux ajouter des éléments dans ma pile. C'est comme ça qu'on travaille avec les piles. Par exemple, je peux ajouter par exemple A, point poche. C'est ici. Si habitué avec le A. Pile, point poche. Je peux ajouter par exemple 1. C'est la même chose pour tous les autres. Je peux ajouter par exemple même 5 éléments en fait. Donc j'ai fait pile point poche 1, pile point poche 2, pile point poche 3, et 3, pile point poche 4, pile point poche 5. Je suis OK. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les opérations qu'on peut en faire? Tout simplement les méthodes qu'on a vu tout à l'heure. Première chose, il peut d'abord tout simplement faire un top. Qu'est-ce que le top permettait? De retenir le dernier élément. On peut faire tout simplement en pile. On fait cout. Fait cout. Par exemple, de pile. Point top. On appelle toute la méthode top. Qu'est-ce que ça va afficher? Ça va afficher le dernier élément. Après, qu'est-ce qu'il peut faire après? Si après, je fais tout simplement un A point, un pile, pile point par exemple pop, qu'est-ce que ça fait? On me supprime le dernier élément qui avait été le dernier élément de la pile en fait. Il peut refaire un réaffichage. Vous allez voir que le dernier élément n'est plus le même. Ok. Donc si on compile, selon vous, quel sera le résultat? Ouais. Ok. On voit. Bien évidemment, c'est correct. Vous avez bien suivi. Alors là, ça, c'est tout en ce qui concerne le conteneur stack. Donc, vous voyez que ça c'est très facile. On n'aurait plus besoin d'aller implémenter une fonction qui permet de retourner. On n'aurait plus implémenter une fonction qui permet d'ajouter, ainsi de suite. Et vous allez voir, ça devient assez facile pour vous. Donc, il y a plusieurs méthodes qui sont liées. Il y a par exemple le pile. Un petit qui peut vous permettre de faire quoi, de dire si c'est vide ou pas. Vous pouvez connaître la taille, vous pouvez connaître un autre contenant en fait qu'on peut voir, vous l'aurez peut-être deviné. À côté des piles, on a les fils. L'exemple palpable, c'est dans les. Il y a le conteneur également qui s'appelle le conteneur Q. Le conteneur Q, c'est une file en fait. Donc ça permet de modéliser ce qu'on appelle les fils. Par exemple, les fils d'attente, on l'appelle le FIFO. On l'appelle FIFO, first in, first out. Lorsque vous allez par exemple à la banque, quand vous alignez, le premier a été arrivé, c'est le premier qui est servi.
À la différence, par exemple, des piles, que c'est le dernier arrivé qui est le dernier servi, qui est le premier servi. C'est un autre type de conteneur. Les queues, c'est un autre type de conteneur. C'est ça qu'on appelle le conteneur queue. Bien évidemment, pour l'utiliser, qu'est-ce que vous faites? Il est toujours inclus à l'entête. Le plus souvent, dans les logiciels, on gère les files d'attente. Je vais vous prendre un cas simple. Par exemple, dans les applications, par exemple, qui a des mises à jour. Imaginez si on a peut-être 500 utilisateurs qui sont en train de demander la même chose. Bon, 500, c'est même petit. Des applications à grand usage. On a peut-être 5000 utilisateurs qui veulent faire une mise à jour. Je prends par exemple ceux qui font dans le marketing réseau. Je pense que vous connaissez bien le marketing réseau. Donc, ceux qui font des systèmes de où quand tu recommandes quelqu'un, tes gains s'incrémentent, ton argent s'incrémente, le nombre de personnes que tu s'incrémente. Alors, lorsque ce genre de processus est déclenché, imaginez un système où il y a près de 2 millions de personnes. Nous avons la tête, nous avons un utilisateur A qui a ajouté une personne à son réseau. Donc, je vais vous faire un dessin pour que vous puissiez bien voir ça. L'utilisation, par exemple, des files d'attente. Donc, par exemple, nous sommes dans un réseau de type MLN. Dans les réseaux, donc, il y a plusieurs personnes. Donc, il y a la tête là, il y a l'autre, il y a là, il y a là. On voit comment ça fonctionne un peu. Donc, on a souvent quelqu'un qui est au sommet. Il a des enfants, il a des enfants. Il peut avoir même trois hiérarchies. Ainsi de suite. Donc, il a encore également des enfants, il a des enfants, il a des enfants. Également, celui-ci également peut avoir également encore même trois enfants. Donc, je suppose que ça qu'il a par exemple de un jusqu'à peut-être, on suppose que ça continue peut-être jusqu'à peut-être à 2 millions de personnes. Il y a des gros systèmes, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez B2Live, comment on l'appelle encore. Il y a un système qui fonctionne dans le monde là. Bon, les gens qui font du marketing réseau là. Donc, supposons qu'il a peut-être là 2 millions de personnes qui sont dans le réseau. Donc, regardez, imaginez par exemple, voici donc ça c'est le 2 millions. Donc, ça c'est la personne numéro 2 millions qui était ajoutée dans le réseau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça c'est la personne numéro 2 millions qui était ajoutée dans le réseau. Ça voudrait dire quoi? Tous ceux qui sont à 2 millions moins un vont être, les informations doivent changer. Par exemple, puisque celui-ci a ajouté une personne, il y a d'abord son gain qui va augmenter, en fait, l'argent qu'il a en fait. Si par exemple il devait gagner 5 000, quand une personne augmente, on va incrémenter en fait son compte par exemple de 5 000, par exemple de 2 000 euros. Ainsi de suite. Celui qui est en haut de lui, même chose. Celui qui est en haut de lui, même chose, jusqu'à arriver à la racine qui va être incrémentée peut-être également de peut-être 2 millions, peut-être 2 500, en fonction de comment la plateforme gère ses gains. Imaginez-vous tout ce processus qui va être fait. Est-ce que vous allez lancer tout ce processus directement dans la mémoire? À vous de me dire. Et ça, c'est pour une seule personne. Donc, c'est celui-ci qui a ajouté une personne. Et quand il ajoute une personne, regardez tout ce qui se passe. Toutes ces personnes qui sont au-dessus de lui vont être mis à jour. Donc, de 2 millions jusqu'à 1. Le nombre de personnes doit être incrémenté. Leur gain va être incrémenté. Et derrière ça, il y a tout un processus de calcul qui va se faire. Ça, c'est pour une seule personne. Imaginez que celui-ci également, un de ses enfants également, il a également un autre enfant qui est également à la ligne 2000, ajoute également une personne. C'est le même processus qui se fait. Vous voyez que dans un système, on ne peut pas lancer ce processus directement. Donc, on ne peut pas directement aller faire une ligne, par exemple, pour dire gain reçoit gain plus 1. Non, 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 non. Dans ce type de système, parce qu'on sait qu'à un instant T, il y a peut-être 5000 personnes qui vont lancer une requête d'ajout d'une personne. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer une file d'attente. Dans la file d'attente, quand tu vas ajouter une personne, qu'est-ce qu'on fait? On t'ajoute à la file. Quand celui-ci ajoute une personne, on dit à la file qu'il a ajouté une personne. Donc tu dois faire un ensemble de choses. Si tu as ajouté une personne, on dit qu'il vient d'ajouter une personne, il va faire un ensemble d'opérations. Et maintenant, c'est en arrière-plan qu'on va donc lancer ces différentes tâches-ci. On va appeler ça des tâches
des tâches cron, des tâches en background qui vont s'effectuer sur le serveur sur le serveur sur lequel est stockée notre application en fait. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Est-ce que vous avez compris un peu le processus de fonctionnement des stacks? Dans toutes les applications en fait, c'est comme ça. En fait, dans les grosses applications où on gère les données, même dans les applications bancaires par exemple, ou alors les applications de gestion, en fait, qui ont un grand nombre d'utilisateurs qu'on gère, les tâches, lorsqu'on les envoie, ne sont pas exécutées directement. Elles sont chargées dans une file et exécutées au fur et à mesure en fait. C'est pour ça que lorsque vous envoyez souvent la CTC d'une requête, on vous dit que votre demande a été prise en compte et sera traitée. C'est parce qu'on ne veut pas lancer directement l'exécution. Parce qu'on sait qu'à l'instant T que vous avez envoyé votre requête, il y a plusieurs personnes également qui ont lancé la même requête. Et si on lance toutes les requêtes au même moment, le serveur risque d'être saturé. Il faut donc cela faire une file d'attente qui va gérer tout cela. C'est la même chose par exemple pour les retraits d'argent en banque. Lorsque l'utilisateur vient piquer sa carte pour faire un retrait, il y a une file d'attente. C'est un seul système qui gère cela. Il y a plusieurs, comment ça s'appelle ces choses, où on retire de l'argent, j'oublie le nom. Quand vous insérez votre carte, vous tapez votre code, vous dites que vous retirez par exemple 500 000 euros. Ce qui se fait, c'est que ça envoie l'information au système de gestion de la banque. Donc ça vous met dans une file d'attente parce qu'il faudrait qu'on teste. Est-ce que la première chose, c'est va tester, est-ce que c'est le bon code PIN que vous avez mis? Est-ce que votre compte bancaire a réellement la somme d'argent que vous voulez retirer? Est-ce que vous n'avez pas à dépasser la limite? Vous voyez qu'il y a un ensemble de choses qu'il faut vérifier. Alors, est-ce qu'on va vérifier toutes ces choses-là au même moment pour tout le monde qui est en train de vouloir retirer de l'argent dans un guichet, par exemple, qui a 500 personnes? 500 personnes, c'est le même système parce que regardez, par exemple, maintenant, imaginez, il y a plusieurs personnes à travers le monde qui utilisent la même carte pour contacter le même système d'information pour retirer de l'argent. Vous voyez qu'on ne peut pas lancer l'exécution de cette tâche-là au même moment. Du coup, il faut les placer dans une file d'attente. Ça veut que la file sera rapide parce qu'ils ont un gros processeur. Si nous sommes dans une banque, par exemple, vous parlez des retraits d'argent en banque. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez à la banque, vous allez au guichet, vous insérez votre carte, vous saisissez votre code, le montant, et vous lancez. La machine contacte d'abord le serveur principal. Le serveur principal met votre requête dans une file d'attente pour pouvoir vérifier toutes vos informations dans le monde entier, puisque la banque fonctionne en ligne. Donc, les informations sont synchronisées en temps réel. Sinon, par exemple, quelqu'un peut avoir peut-être une double carte, il fait des transactions frauduleuses. Au même moment, il a de retirer l'argent en ligne, au même moment, il veut retirer l'argent au guichet et peut-être le montant dans la carte. Même chose pour les piles. Donc, les piles peuvent être aussi être adaptées à certaines solutions. C'est vous qui cherchez, qui décidez en fait quelle structure de données en fait vous utilisez lorsque vous êtes en face, par exemple, d'ici là, d'un problème donné. Donc, c'est à vous de trouver quelle est la structure de données la plus adaptée en fait. C'est votre travail en tant que programmeur. C'est votre rôle en fait. Donc, ça, c'était tout en ce qui concernait ici là, le conteneur sur les fils. J'espère que c'est clair pour vous. Ok. Donc, c'est assez simple. Bien évidemment, il y a toujours d'autres méthodes qui sont liées, c'est en fonction de l'utilisation. Je vous montre toujours les méthodes assez, qui sont les méthodes principales. Bien évidemment, puisqu'on ne peut pas voir toutes les méthodes d'une classe lorsqu'on travaille, ben, je vous montre sur les méthodes principales. Bien sûr qu'il y a d'autres méthodes, notamment la taille, et ainsi de suite, que vous allez découvrir à chaque fois. Alors, le conteneur Q fonctionne de la même manière que les autres conteneurs, hein. Et ce qu'il faut retenir avec les conteneurs, c'est que c'est pour gérer la priorité en fait. On ne voudrait pas que quelqu'un vienne peut-être pour retirer son argent en banque, lorsqu'il laissait sa carte, celui qui venait après lui soit le premier à retirer. Peut-être ils ont lancé la requête au même moment, mais l'autre a lancé avant l'autre. On va gérer la priorité en fait. La priorité dans l'exécution des différentes tâches dans le logiciel. Si c'est clair. Ok. Donc c'est la même chose. Tu vois qu'on a d'abord importé ça ici là tout haut. On utilise toujours le Q. Cette chose qui change, c'est quoi? Puisque c'est toujours un template, ça utilise toujours le template. On va tout simplement déclarer. Bon,
Je fais la même chose là. Tout simplement, stack. Plutôt Q maintenant. Notre Q est de quel type? On vous précise votre type puisque c'est un type dynamique. Ça peut être les strings, ça peut être les doubles, ainsi de suite. Tout ce que vous connaissez. Je vais l'appeler la file. Ce qu'on a dit, c'est une file. Lorsqu'on parle de file, rappelez-vous tout simplement que ça peut être une file d'attente. Mais pour faire la priorité dans l'exécution. La même chose que les autres, qu'est-ce qu'on fait? Il y a également quoi? Il y a le push qui permet d'ajouter. Il y a le front qui va retenir le premier élément. Il y a le pop qui va supprimer le premier élément. Est-ce que vous voyez la différence avec les piles? Les piles, elles travaillaient sur quoi? Sur les derniers éléments. Or, la file, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille sur les premiers. Parce que le premier arrivé doit être le premier à être servi. Raison pour laquelle, lorsqu'on va déclarer notre file, par exemple, lorsqu'on va peut-être, on va décider, par exemple, d'ajouter. Donc, si je dis, par exemple, file, point poche pour ajouter, ça prend en paramètre l'élément qu'on va ajouter. Je dis, par exemple, je vais ajouter 1. On va ajouter, par exemple, 3 éléments pour gagner en temps. Et deuxième et troisième. Il y a 1, 2 et 3. Voilà ma file qui a 3 éléments. Je peux donc faire un affichage de ma file pour voir ce que ça donne. Donc, par exemple, il fait tout simplement là. Il peut ajouter, en fait, je peux juste afficher le premier élément de ma pile. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on utilise? C'est la fonction front. Donc, lorsque vous allez faire file.front, ça va vous retenir le premier élément. Puisqu'on a dit que la file, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille uniquement avec les premiers éléments. Après, lorsque je fais temps, lorsque vous voulez traiter, donc quand il veut traiter par exemple un élément, il fait un file.pop. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va supprimer le premier élément inséré de la file. Ça ne retourne pas sa valeur. C'est bon. Donc, pour retourner, on va faire le front. Pour supprimer, on va faire quoi? On va faire tout simplement le pop. Donc, si je supprime, il fait tout simplement la même chose. Il fait tout simplement un fil.pop. Ah, mais supprime le premier élément, bien évidemment. Vous dites que ça veut dire quoi? J'ai travaillé avec le premier élément et fini avec lui. Je peux donc le retirer. Une fois qu'il est supprimé, je peux faire un réaffichage de mon front. Vous allez voir, la valeur aurait changé. Alors, qu'est-ce qui va s'afficher après ça? À la fin de l'affichage, le premier également, si le pop, cela sera quoi? Lorsqu'on va faire le premier affichage de front, on aura quoi? On aura 1. Après, lorsqu'on va retirer le 1, après on aura 2. Donc à la fin, on aura 1. Et ensuite, on aura 2. Je vais retourner à la ligne, bien évidemment. Donc si j'enregistre et que je m'en vais compiler là, on aura bien évidemment 1 et 2. Parce que c'est assez clair. Donc ça, c'est tout en ce qui concerne ici là les Q. Donc ça, c'est les éléments que vous devez maîtriser lorsque vous travaillez dans des programmes. C'est beaucoup utilisé lorsque vous créez des logiciels. Vous allez gérer les fils. Alors, un autre type de conteneur, on a tellement de conteneurs que nous allons voir. Un autre type de conteneur, c'est le Priority Queue. Ici, là, lorsqu'on dit Priority, vous voyez, il y a une priorité. Donc, l'objectif, c'est là d'avoir créé les Priority Queue. C'est tout simplement parce qu'on va modéliser cela une file dans laquelle les éléments seront ordonnés. Lorsqu'on parle d'ordonner, ça veut dire qu'il y a une relation d'ordre, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura, lorsqu'on va vouloir, par exemple, insérer, ça signifie quoi? Lorsqu'on veut insérer, par exemple, lorsqu'on sommes dans une file, lorsqu'on insère des éléments, les éléments sont insérés les uns après les autres, un par un. Et maintenant, lorsqu'on a inséré ces éléments-là, en fait, on aura accès à qui? Rien qu'à l'élément qui est le plus grand dans la file. Parce qu'on a, qu'est-ce qu'on a dit? Premier inséré, premier sorti. Vous voyez qu'on va insérer le premier, c'est un peu comme si c'est le premier, le 1, 2, 3 jusqu'à 3, par exemple. Le plus grand élément, c'est là, ce sera quoi? Si on a fait une insertion.
Donc, je parlais là du Purity Q pour dire que elle va permettre de modéliser en fait une file dans laquelle les éléments sont ordonnés. Lorsqu'on parle bien d'ordonner, c'est la relation d'ordre. Donc, soit ça sera inférieur, plus petit ou plus grand, du plus grand, plus petit. Donc, ça signifie tout simplement que comme pour une file, par exemple, on insère des éléments, comme je dis tantôt, un par un. Mais par contre, on aura accès à l'élément le plus grand. On va savoir exactement que ça, c'est l'élément le plus grand. Si nous avons essayé de passer une file, par exemple, d'entier, et qu'on veut récupérer le plus grand entier, donc on veut, par exemple, savoir quel est le dernier élément qui a été inséré, quel est le premier élément qui a été inséré. Donc, les méthodes qui s'appliquent, c'est presque les mêmes méthodes que pour les autres. Donc, ça, les méthodes qu'on utilise également sur les Purity Q, c'est presque les mêmes que sur les autres conteneurs. Donc, on aura toujours le push, on aura toujours le pop, on aura le top. Par exemple, si la liste, comme on a dit tantôt, quand la liste sera ordonnée, ça veut dire tout simplement quoi? Lorsqu'on va dire par exemple, lorsqu'on va faire par exemple un top, ça voudrait dire que le top va aller chercher qui dans la liste? On va aller chercher dans la liste, dans notre liste, l'élément le plus grand, bien évidemment. Et lorsqu'on va faire par exemple un pop, ça va supprimer qui? Ça va toujours supprimer l'élément le plus grand. Pourquoi? Parce que dans notre liste ici, là, on a une relation d'ordre qui sera établie depuis la base. Parce que on va insérer les éléments, on saura que c'est l'ordre. Il y a un ordre de ces éléments-là. Donc, du coup, même au niveau des retraits, on va gérer également l'ordre. Donc, c'est par exemple dans le cas, par exemple, d'une application ou alors d'un logiciel où, lorsque les requêtes arrivent, en fait, vous avez mis, par exemple, une notion de priorité. Donc, pour dire que tel type de requête, en fait, a la priorité, par exemple, 5, telle autre requête a la priorité, par exemple, 6. Et donc, dans la file, qu'est-ce que vous faites? Vous sauvegardez, en fait, les numéros de priorité. Donc, par exemple, si vous avez, par exemple, une priority queue de taille, par exemple, 1000, donc on suppose, par exemple, que, bon, c'est vrai que les tailles sera toujours dynamique. On suppose que les requêtes entrantes à un instant T sont de 1000. Donc, qu'est-ce que vous faites pour exécuter les différentes requêtes? Vous allez prendre les requêtes prioritaires. Je prends toujours, par exemple, le cas, par exemple, d'un logiciel en banque. Là, vous avez, à la banque, on a un logiciel de gestion global. Et maintenant, pour contacter le système d'information, il y a plusieurs requêtes qui viennent au même moment. Il peut y avoir les requêtes, par exemple, de quelqu'un qui veut, des personnes qui sont en train de vouloir consulter leur solde, et ainsi de suite. Pour ne pas faire saturer le serveur, vous allez mettre les priorités sur ces différents types de requêtes-là, en fait. Si par exemple, on est en train de faire un retrait d'argent, vous savez par exemple que la priorité, c'est peut-être 5. Par exemple, une requête, par exemple, de consultation du solde, la priorité, par exemple, ça sera 2. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous allez, par exemple, vouloir exécuter, par exemple, les différentes requêtes sur le serveur, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, par exemple, celle qui est la plus grande priorité. Par exemple, celui qui veut retirer de l'argent, c'est la priorité principale, en fait. Vous exécutez d'abord sa requête. Dans tout type de logiciel, que ce soit les applications mobiles, les applications web, les logiciels. Bon, c'est plus les applications qui fonctionnent en ligne, où il y a plusieurs requêtes qui peuvent entrer à un moment donné. Dans les applications multiples, où on a plusieurs peut-être informations qui vont être mises à jour à un même instant. Il faudra gérer cela, la priorité au niveau de l'exécution des requêtes. Donc, c'est la même chose que vous utilisez par rapport ici là, au conteneur Q. Pour déclarer, qu'est-ce qu'on fait? On va toujours dans le head, on va toujours aller insérer notre head. On va juste copier ça et relancer. On va tout simplement mettre là un priority. Et les méthodes, c'est également la même chose. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que le push, qu'est-ce qu'il fait? L'élément qu'on va insérer, qu'on va ajouter à la file, il n'y a pas de problème avec lui. Maintenant, au top, ça va retenir quoi? Lorsqu'on va faire le top, c'est pour retirer en fait, pour voir le premier élément, mais pas le premier élément cette fois-ci, mais plutôt l'élément le plus grand. Puisqu'on a parlé ça de relations d'ordre, parce qu'il y a une priorité. Et également pour le pop, ça sera la même chose. Ce sera toujours l'élément le plus grand qui va être retiré en fait. Donc c'est la même syntaxe. Qu'est-ce que vous faites? On déclare toujours notre Q là. Donc, je vais l'appeler par exemple P. J'ai ma priority Q de type par exemple entier. Bon, forcément, on va tout travailler les entiers dans ce cas. Parce on sera là peut-être en train de gérer la priorité dans l'exécution des différentes
requête qui entre. On va prendre par exemple, qui sera entier. Là, bon, on va pas besoin de celui-ci. Déclare juste, lui dit par exemple P, il dit quoi? Ça sera par exemple fil. Je vais l'appeler tout simplement FP pour dire que fil priorité. FP. Et là, maintenant, quand j'ai ma file priorité, qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est la même chose que nous avons fait là. Donc, pour ajouter, il n'y a pas de souci, mais juste qu'il y a l'ordre au niveau de du retrait et de la suppression. Donc, je vais seulement mettre la FP et file priorité, file priorité. Voilà, mais ma file a peut-être trois éléments. Je suppose que là, par exemple, c'est les trois requêtes qui sont en train d'entrer. C'est la même chose, par exemple, comme pour le système que je vous ai parlé tout à l'heure. Il y aura par exemple, dans un système de marketing réseau, par exemple, d'une application type marketing réseau, il y aura les requêtes de retrait d'argent. Par exemple, les personnes qui ont déjà peut-être un certain nombre de gains vont vouloir retirer de l'argent. Et de l'autre côté, il y aura des requêtes de modification de l'arbre. Donc, vous aurez un arbre que vous avez construit. Et maintenant, lors de, lors du retrait, lors des mises à jour, il y aura également la priorité. Vous pouvez définir la priorité sur chaque, par exemple, dans l'arbre, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez vos nœuds. Et maintenant, quand vous aurez vos nœuds, il y aura les branches. Maintenant, à chaque nœud, vous pouvez mettre une priorité en fait. Vous dites, celui qui a peut-être au nœud 1 a la priorité, celui qui est au nœud 2 a la priorité telle, celui qui est au nœud 3 a la priorité telle en fait. Au niveau des arbres, il y a les nœuds. Et maintenant, il y a des niveaux. Donc, vous pouvez définir un niveau de priorité. Lorsqu'on parle des arbres, il y a des niveaux dans les arbres. Par exemple, lors de la construction de votre réseau de personnes, vous pouvez définir des différents niveaux. Par exemple, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, lorsque vous avez ajouté un nouvel peut-être utilisateur à un parent, imaginons qu'il a 2000 fils. Forcément, on n'allait pas lancer la mise à jour des 2000 fils directement. Vous allez peut-être lancer la mise à jour sur les fils qui vont être impactés directement. Et pour pouvoir voir s'ils sont impactés directement, il faudra gérer la priorité. Il faudra gérer les différents niveaux. Ce qui va vous permettre, par exemple, de définir une file priority queue qui va vous permettre de sauvegarder uniquement les niveaux qui vont être affectés pour la première mise à jour. Donc, vous aurez, par exemple, plusieurs files. La file pour les gens prioritaires et la file pour les gens qui ne sont pas prioritaires. Bien évidemment, ici, dans le cas, si par exemple, ceux qui sont prioritaires, c'est ceux qui sont directement impactés pour la mise à jour des différents gains, des différents nombres de personnes qui sont dans le réseau. Donc, voilà un cas, par exemple, palpable de l'utilisation, par exemple, de la priority queue dans plusieurs applications, dans plusieurs secteurs, ça s'utilise bien évidemment également.